Alors, on va déjà remercier notre régisseur, Damien, on va l'applaudir. Et notre caméraman, François. Et notre photographe, Croisine. Voilà. Et puis, bien sûr, Émile Mallet et Haïm Corsia, je vais vous les... qui vont ouvrir cette soirée, après moi, bien sûr. D'abord, je veux vous saluer. Il y a encore une queue de 30-40 personnes dehors. On va démarrer. Ça fait rien, ils prendront en route. Alors, j'ai évidemment des petites choses à vous dire. Déjà, commencer par la logistique, on va dire. Hein. Donc, nous avons une soirée, comme d'habitude, à rallonge, puisque nous aurons une conférence, un petit peu de musique. Nous aurons ensuite un buffet. Je vais revenir 2 minutes dessus. Et puis, le film La ville sans juifs, qui sera accompagné en live au piano. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Donc, une soirée formidable sur comprendre et combattre l'antisémitisme, un enjeu de civilisation. C'est le titre de la trilogie que nous avons décidé d'organiser cette année dans le cadre du programme du cercle cinéphile Open World Regard Croisé, dont le thème générique, c'est la musique et le cinéma. Donc vous comprendrez mieux, évidemment, que chaque séance, qu'elle soit difficile ou pas difficile, sera accompagnée de musique. La musique qui accompagne les hommes dans leur vie, dans les choses difficiles, dans les choses moins difficiles, les choses gaies, les choses dramatiques, mais toujours la musique, bien sûr. Donc ce soir, c'est la première séance de la trilogie. On va essayer de comprendre en 3 séances ce que c'est que cet antisémitisme récurrent, si j'ose dire, ou antijudaïsme. On ne va pas jouer sur les mots, n'est-ce pas, Rémi et Philippe? Mais si, il a dit si. Donc l'antijudaïsme, alors je vais dire ça comme ça, qui renaît, si j'ose dire, à chaque période, depuis que la communauté ou le peuple juif hébreu est apparu. Donc on a besoin de comprendre et on a besoin de combattre la récurrence de l'antisémitisme qui prend des formes diverses selon les siècles. Je ne vais pas évidemment intervenir sur le contenu, on aura pour cela des orateurs extraordinaires. Donc ce soir, on ouvre avec les racines de l'antisémitisme, comprendre. Évidemment, on ne peut pas couper les racines de l'antisémitisme avec ce qui se passe aujourd'hui, donc vous aurez certainement des petits croisements dans chacune de nos séances, bien sûr. Et puis, ça, ce sera ce soir avec un film extraordinaire qui s'appelle La ville sans juifs. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Et la deuxième séance, on reviendra, on expliquera la grande période aussi de l'antisémitisme du Moyen-Âge, si j'ose dire, jusqu'à l'horreur de la Shoah. C'est moi qui animerai cette séance avec un film extraordinaire qui s'appelle Être sans destin, qui raconte la rafle des jeunes juifs hongrois en 1944, pas de chance. Ils en ont exporté, si j'ose dire, 800 000, tué 400 000. Et il y a eu un film très très beau sur la base de l'expérience de Imre Kertész, prix Nobel de littérature hongrois. C'est son histoire. Et puis, et en plus, c'est la musique de Ennio Morricone. Et alors, évidemment, on ne pouvait que choisir ce film. Et puis, la troisième séance aura lieu au mois de mai, avec un film israélien, celui-là, sur la tolérance entre des frères, un rabbin, un athée, et qui se heurtent au sionisme extrémiste de Jérusalem. Donc c'est un très joli film, très beau film. Ça se termine mal, mais c'est beau quand même, on va dire. Et on reviendra sur l'antisémitisme aujourd'hui, le retour, si j'ose dire. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut dire, mais on verra ça en son temps. Et comment on peut le combattre et surtout aller vers la coopération entre les communautés religieuses, évidemment juives, arabes et chrétiennes, et au-delà. Voilà, donc pour une paix et un monde plus fraternel, plus solidaire, plus heureux. C'est mal parti, vous allez me dire, mais enfin, il faut se battre. Moi, ça fait 50, 60 ans maintenant, peut-être. On ne se lasse pas, on continue, hein, quels que soient, évidemment, les résultats. Donc, ce soir, nous avons la chance d'accueillir Haïm Corsia. C'est le grand rabbin de France. Il va être introduit, il va être introduit par notre ami
Émile Mallet. Émile Mallet. On peut mettre l'affiche sur la soirée, la trilogie? Merci. Voilà. Et donc, il va être accueilli par Émile Mallet, un ami qui est président ou directeur, les deux. On peut, de passage à DAP, le pont des idées. Voilà, donc Émile organise énormément de conférences, rencontres, débats sur les sujets de société, la géopolitique, la pensée religieuse, etc. Et donc, j'ai le plaisir de lui demander de venir ici. Il va me relayer tout de suite. Simplement, je veux vous dire encore une petite chose. Nous allons prendre un buffet à 7h30. Alors, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, au moins autant que de vieux, donc ça c'est très sympathique, n'est-ce pas? Nous sommes pour le mélange intergénérationnel, même si les jeunes, on avait dit les cancres pas derrière aujourd'hui, mais enfin, tant pis, ils sont, ils sont tous derrière, presque. Et donc, ils ont... parmi eux, beaucoup de jeunes femmes ou de jeunes hommes d'origine musulmane, de confession musulmane. Donc, comme vous le savez, c'est le ramadan en ce moment, donc elles ont faim, oui, ils ont faim, et donc nous couperons le jeûne à 7h30. Alors normalement c'est 7h, je connais tout maintenant des religions, mais ce sera 7h30 et je vous demande de ne pas grignoter dans la salle, c'est interdit, et de ne pas sortir manger avant l'heure, parce qu'il faut respecter évidemment nos invités et la soirée. Et puis, nous, on a envie de manger avec vous, de toute façon. Hein. On ne fait pas le ramadan, on a déjà mangé à midi, mais on remangera quand même ce soir. Donc, je vous souhaite une belle conférence. J'appelle tout de suite Émile et Haïm à la tribune pour démarrer notre conférence. Et ensuite, nous aurons une conférence que j'animerai moi-même avec la participation de Philippe Herzog, de Annette Fievorka, que je salue ici, et Rémi Brague. Donc, on vous les présentera tout à l'heure. Émile, c'est à toi. Merci Claude. C'est la première fois que je vois une introduction aussi vivante sur un sujet aussi grave. Mais c'est une bonne chose parce qu'on est tous là pour chanter un hymne à la vie. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, cher Haïm. L'antisémitisme, 2-3 choses sur l'antisémitisme d'hier et d'aujourd'hui. L'antisémitisme, c'est une histoire ancienne, un problème permanent et qui conjugue les lubies et les ressentiments de l'ère du temps et du brouillage de l'histoire. En vue de discerner les sources de ce fléau de civilisation, et je m'adresse à vous les jeunes, on se réfère à un publiciste qui est maintenant dans l'anonymat de la fin du XIXe siècle en Allemagne, en 1879, un certain Wilhelm Marr, à la vérité, le refus des Juifs, la haine des Juifs, cher Claude, l'exclusion des Juifs, l'anti-judaïsme, la judéophobie, toute cette sémantique de mise à l'écart d'un peuple vieux de quelques millénaires est ce que le philosophe Adorno a décrit comme une rumeur qui court toujours. Pourquoi l'antisémitisme est cette rumeur? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune explication rationnelle à cet antisémitisme ubiquitaire et qui défie le temps, qui se diffuse tel un virus résistant au progrès, à l'éducation, à l'histoire, tel un poison abstrait et protéiforme, ces haines abstraites, comme a pu le dire justement Raymond Aron, la projection de la frustration des individus implorant l'antisémitisme, comme disait Sartre, un grand mythe explicatif pour expliquer leur frustration, voire en identifiant l'antisémitisme comme de l'antichristianisme. C'est Freud qui disait ça dans une correspondance au pasteur Pfister. Après tout, Jésus était juif. En somme, on voudrait croire et faire accroire que 15 millions de juifs, il n'y en a pas plus à mon avis, je ne sais pas si le peuple juif a dépassé ce nombre au cours des siècles, bien que la Shoah en ait décimé 6 millions, donc que cette graine humaine viendrait gêner actuellement les 8 milliards d'individus de la planète parce qu'on soulignerait leur singularité religieuse, culturelle, socio-économique et politique.
Vous l'avez compris, le juif sert de prétexte à tout ce qui dysfonctionne, à tout ce qui régresse, à toutes ces passions tristes et idées fausses dont parle Spinoza dans l'Éthique. Seulement, s'il n'y a aucune raison à l'antisémitisme, les Juifs ont subi dans leur chair, dans leur tradition, dans leur religion et dans leur vie quotidienne les affres et les brimades, les crimes génocidaires. C'est à ce niveau-là qu'il faut utiliser le mot génocide et non pas à le dévoyer comme on assiste aujourd'hui. Donc les Juifs ont subi cette souffrance des soubresauts de la civilisation, des caprices idéologiques, du brouillard identitaire et des révoltes populaires. Alors je dirais juste un mot très rapide cette fois sur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous assistons à une actualité nauséabonde. On feint de découvrir aujourd'hui, comme par miracle, le lien entre l'antisémitisme et l'antisionisme, comme si la création de l'État d'Israël portait la responsabilité d'objectiver une rumeur de toujours, avec la multiplication contemporaine des actes antisémites en France comme ailleurs dans le monde. C'est-à-dire qu'on retourne Freud dans sa tombe et on mélange les frustrations des gens avec la réalité. Certes, il faut distinguer entre l'État d'Israël, qui est une nation vaillante, appelée depuis 3/4 de siècle à toujours se défendre contre ceux qui veulent le détruire et dont on peut légitimement critiquer la politique, avec un peuple juif riche de sa diaspora et intégrant la plus grande partie de la population israélienne, les Juifs israéliens. En somme, entre une entité contemporaine, entité nationale, l'État d'Israël, et un peuple qui a imprimé son esprit et son souffle sur le temps long de l'histoire. Les deux ayant des histoires mêlées. Ah, si je t'oublie Jérusalem, vous connaissez tout ça. Mais là encore, le prétexte est évident, une introuvable aubaine, en quelque sorte, précisée en 1986. Vous voyez, c'était 37 ans avant la déferlante antisémite qui a suivi le pogrom du 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza. Le philosophe, c'est lui que je vais citer, Vladimir Yankelevitch, dans un ouvrage qui s'appelle « L'imprescriptible, pardonner dans l'honneur et la dignité », publié au Seuil, précisait que l'antisionisme, et je le cite, donne la permission et même le droit et même le devoir d'être antisémite au nom de la démocratie. L'antisionisme et l'antisémitisme justifié, mis enfin à la portée de tous. Il est la permission d'être démocratiquement antisémite. Alors, LFI, l'islamo-gauchisme, Greta Thunberg, les hordes universitaires du palestinisme planétaire, auxquels on peut rajouter quelques pays et institutions internationales, ont trouvé dans l'antisionisme l'alibi bien pensant d'un antisémitisme et de toujours et faire d'Israël le juif des nations. J'en ai terminé. C'est maintenant à notre ami Chaim Corsia de s'exprimer. Je rappelle qu'il est grand rabbin de France, mais il a été un aumônier important pour l'armée française. Il est également membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il est essayiste et je rajouterai à titre personnel, il intervient sur les sujets d'actualité avec pertinence, avec sagesse et vigilance. Sa parole est attendue et bienvenue. C'est à toi, mon cher Chaim, de nous rendre cette parole vivante sur un sujet aussi grave. Haïm n'a pas envie d'aller au pupitre, donc j'en profite pour lui piquer son micro. Et saluer Jacques, notre ami Jacques de la Rosière, qui est un grand ami du cercle Open World, mais c'est un ami de longue date maintenant dans le combat pour changer notre
système capitaliste, n'est-ce pas, Jacques? Et ce soir, nous l'accueillons de nouveau avec plaisir. Et je veux le saluer. C'est le doyen de notre assistance. Et puis, entre lui et puis les tout jeunes là-bas qui ont 18 ans, vous voyez, on a cet intergénérationnel qu'on aime bien, nous, ici. Donc, merci d'être là encore, Jacques. Et puis, nous serons là lundi prochain, puisqu'il est décoré de la croix. Ah, mais si, attends, c'est une reconnaissance. En plus, tu vas la partager avec nous. Donc, on est très fiers de toi. Et donc, bravo, la grande croix de la Légion d'honneur. Voilà, on l'applaudit. Haïm. Bien, merci beaucoup. Merci à Émile de cette présentation. Et puis merci de cette idée formidable. Je parle d'une trame historique sur l'antisémitisme. Honnêtement, j'aurais aimé parler de musique et de film. Je suis intarissable sur Hans Zimmer. La différence entre Gladiator et Pirates des Caraïbes, par exemple, qui est très ténue, avec les professionnels, comme votre serviteur, qui arrivent à voir la différence. Je pourrais vous montrer à quel point une musique de film transforme le film. Ennio Morricone, évidemment, mais il y en a d'autres. J'ai aimé le sujet. Ah ben merci. Trio Shanatova, c'est moins marrant que le doudouk dans l'introduction de Gladiator, mais bon, on va faire avec. C'est formidable. J'aime beaucoup. Il dit, chez Tradition Juive, ça me rappellera le boulot. Alors, j'ai aimé le sujet et j'ai aimé que ça se traite en 3 temps. Parce qu'au fond, c'est la seule façon de vous montrer que c'est complètement, totalement, absolument irrationnel. Si on voit un phénomène sur le long cours de l'histoire qui ne se transforme pas, vous pouvez vous dire c'est un invariant de l'histoire humaine. Mais si vous voyez ce phénomène être traité, être réglé, et que malgré tout il réapparaisse, vous vous dites c'est quelque chose qui existe et qui n'a besoin que d'oripeaux, d'un habillage pour correspondre à un moment, à une époque, mais qui de toute manière existe. C'est donc un invariant, non pas de l'histoire humaine, c'est un invariant de l'humanité. Quand vous regardez l'histoire de l'humanité, imaginons-la dans ma partie qui est la Bible, dès le début, vous voyez de la haine. De la haine alimentée par la jalousie. En fait, vous avez quand même Caïn qui tue Abel, c'est-à-dire il tue 25% de l'humanité. D'un coup, boum, ils sont 4. Ils sont 4, donc il y en a un qui tue l'autre, il a tué 25% de l'humanité. Sur la base de quoi? La jalousie. Il est jaloux. Mais c'est ça qui est incroyable. Il a une idée géniale, Caïn. Je vais faire un cadeau à Dieu, remercier Dieu. Mais il le fait avec ce qu'il trouve sous la main, un peu de lin. Abel se dit, tiens, l'idée de mon frère, elle est plutôt bonne. Et il fait un cadeau travaillé, il fait un effort. Et Dieu préfère ce qu'on fait avec effort plutôt que ce qu'on fait par-dessus la jambe. Et Caïn ne supporte pas ça. Donc dès le départ de l'histoire, on pourrait dire que c'est une grande histoire d'amour. Oui. Adam et Ève, quand ils se marient, statistiquement, ils ont 100% de chances de matcher. Puisqu'il n'y a que Adam pour Ève, et il n'y a que Ève pour Adam. Donc statistiquement, on est au taquet, là, on est au top. Mais ce n'est pas une grande histoire d'amour. Honnêtement, il n'y a pas... il l'a emmené voir le premier lever de soleil, le premier coucher de soleil. Il ne lui a pas déclamé même de l'Apollinaire en lui disant, ma petite Ève, jamais les crépuscules ne vaincront les aurores, et tournons-nous des soirs, mais vivons les matins. Il aurait pu lui dire ça. C'est pas ce qui a marqué. Il lui dit, tu ne manges pas le fruit de l'arbre de l'interdit, et tu fais ce que je te dis, et c'est bon. Et puis après, il s'énerve. Et puis... Non, pas déjà. Je pourrais vous expliquer ça une autre fois, mais vous verrez. Donc, ce que je voudrais partager avec vous, dans cette partie sur, disons, du Moyen-Âge à la Shoah, c'est qu'il faut essayer de comprendre comment cet invariant de l'humain, qui est la pulsion de rejet d'un autre, de l'altérité, peut être combattu par tous les systèmes humains. Ma logique, c'est de dire tous les systèmes humains mettent en place des moyens pour lutter contre cette pulsion de rejeter quelqu'un. Et essayer de comprendre ça, c'est pas justifié. C'est sûrement pas justifié. Parce qu'on pourrait se dire, il n'y a rien à comprendre dans l'antisémitisme, ce sont des crétins,
et donc il n'y a rien à comprendre. Vous savez, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui tue d'autres personnes, fait un attentat terroriste, on dit c'est un fou, c'est un loup solitaire. Premièrement, les loups ne sont pas solitaires, les loups chassent en meute. 1. 2, si la folie, elle est récurrente, dès qu'il y a un fou, il tue quelqu'un, il tue un juif en général, bah vous vous dites, il va dans une église égorger un curé, il y a un problème. C'est pas la folie, c'est que la folie s'incarne dans quelque chose. Donc, il faut essayer de comprendre pour casser les systèmes, mais pas comprendre en disant on justifie. C'est toute la problématique de la lutte contre l'antisémitisme passe par là. Et pourquoi je vous dis que c'est ce que j'appelle un invariant de l'humanité? C'est qu'au fond, tout l'antisémitisme du Moyen-Âge s'est construit dans le monde chrétien, c'est-à-dire le monde catholique en fait, mais disons le monde chrétien, et que cet anti-judaïsme chrétien, l'Église a eu la grandeur incroyable, il n'y a pas d'autre mot, incroyable, de scruter, comme le dit le 4e paragraphe de Nostra Aetate, une encyclique de 1965, en scrutant le mystère de l'Église, c'est-à-dire en allant au fond de ce qu'elle est, elle arrive au patriarche et donc au judaïsme. Comme l'a dit Émile tout à l'heure, oui, en découvrant que Jésus était juif. Ça me fait penser à une histoire merveilleuse que m'a racontée le cardinal Aveline, qui est le cardinal archevêque de Marseille. Il m'a raconté qu'il est allé faire une conférence sur la position de l'Église catholique par rapport au judaïsme en Corse. Donc il fait la conférence et il me raconte qu'à la fin de la conférence, il y a une vieille Corse qui vient le voir et qui lui dit « Père, j'ai compris, Jésus est juif, d'accord. Joseph est juif, d'accord. Les apôtres sont juifs, d'accord. Mais la Madone, la bonne mère quand même. » Et au fond, c'est ça, c'est que ça démontre la grandeur et la luminosité du chemin que l'Église a accompli pour extraire de toute sa doxa la moindre once d'antisémitisme. Ça a pris 60 ans pour défaire 2000 ans. C'est ce que Jules Isaac a appelé ce passage de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. Et c'est quelque chose de très profond. Aujourd'hui, il n'y a plus dans le mainstream de l'Église quelqu'un qui emploie les mots, les rejets, qui avaient cours, mais qui avaient cours de manière ouverte dans l'Église. Lisez un livre étonnant, bouleversant, qui a été déposé sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques il y a quelques semaines par votre serviteur. C'est un livre d'une chercheuse, une historienne, qui s'appelle Nina Valbousquet, et son livre s'appelle « Les âmes tièdes ». Elle reprend dans son titre une phrase de Camus qui disait « On a eu, pendant la guerre, une église où il y avait des âmes tièdes alors que nous aurions attendu des cœurs brûlants. » En fait, elle épluche les archives de Pie XII, avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre. Ce qu'on lit, ça peut nous défaire. Et moi, je me suis dit, merci Seigneur d'avoir fait que l'Église ait été capable de revenir de là. De là. Ce qu'elle montre, c'est au fond la réalité de l'image que l'Église pouvait avoir du peuple juif. Par exemple, on a une note, je ne donne pas l'auteur, ça ne sert à rien, une note d'un personnage très élevé de l'Église, de l'époque, pendant la guerre. Ils savent tout, des camps de concentration, des gazages, d'extermination, tout. Et ils font une note en 3 points. Premier point, les Juifs exagèrent toujours. Deuxième point, les Juifs ont de l'argent, ils s'en sortent toujours. Troisième point, avec ce qu'ils ont fait à notre Seigneur, c'est normal qu'ils subissent ce qu'ils subissent. L'Église invente une nouvelle catégorie de personnes qu'elle appelle les catholiques non-ariens. Alors, qu'est-ce qu'un catholique non-arien? C'est un juif converti. Il est catholique pour l'Église, il est juif, puisqu'il n'est pas arien, pour les nazis. Et l'Église va se battre pour les sauver. Quand d'aucuns vous dire, mais Pie XII a sauvé des juifs, oui, des juifs, ils ont essayé en Croatie, par exemple, en France, on a des exemples,
Ils ont essayé de sauver, mais les catholiques, qui étaient perçus par l'Église comme catholiques, convertis avant la guerre. Et pour les nazis, il est considéré comme juif. Mais de vous dire que de ça, ce dont je viens de vous parler, l'Église a fait quasiment un tchouva, repentir complet, un retour sur une autre vision et du judaïsme et d'elle-même. Donc vous voyez bien que le moteur de cet anti-judaïsme chrétien a été stoppé complètement. Et pourtant l'antisémitisme est toujours là. Vous voyez, donc on pourrait se dire, on a cherché à comprendre, on a trouvé l'origine, on a traité l'origine, et donc ça devrait s'arrêter. Mais non, parce que puisque je vous ai expliqué que la haine, et en particulier la haine antisémite, et je vais vous dire pourquoi dans quelques instants, est un invariant de l'humain, pas de l'histoire de l'humanité, de l'humain, alors cet antisémitisme réapparaît sous une autre forme. Émile a eu raison de parler de virus. Moi, j'ai qualifié cela, l'antisémitisme, de virus mutant. C'est un virus qui mute avec l'histoire, avec les périodes. Or, nous, on continue à lutter avec nos vieilles méthodes. Ça ne marche pas. Il faut nous aussi que dans nos méthodes, nous soyons capables de muter. Et je vais vous donner un exemple de l'irrationalité. Bon, pas besoin de vous convaincre si vous êtes là. Mais quand même, pendant la guerre, disons la frontière germano-polonaise, c'est intéressant. En Pologne, de quoi les Polonais accusaient les Juifs? Ils sont sales, ils vivent enfermés entre eux dans leur ghetto, ils parlent même pas le polonais, ils parlent yiddish, ils sont pauvres, c'est le prolétariat, c'est une horreur. Les ghettos, les shtetl. Bien. Vous faisiez 50 mètres, vous passiez la frontière allemande. Vous arrivez en Allemagne, de quoi on accusait les Juifs? Ils se prennent pour des Obermensch, ils parlent allemand mieux que nous, ils sont tous Herr Docteur, Herr Professeur, ils parlent... Enfin, qu'est-ce que c'est? Ils sont riches. Enfin, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qu'on critique. Ici, c'est des Untermensch, là, des Obermensch, mais enfin, on les critique avec des critiques différentes, mais le principe, c'est qu'on les critique. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas de rationalité. Moi, je reviens au texte. Quand je ne sais pas, je reviens à deux choses. Tintin, le professeur Rémi Brague consonnera avec votre serviteur. Tintin, il y a tout. Voilà. Et la Bible. Parfois, quand même, Astérix. On ne peut pas oublier Astérix, c'est important. Regardez bien. Au début de l'Exode, au tout début de l'Exode, chapitre 1, verset 8. L'Exode, c'est les patriarches, les matriarches, ils sont tous morts. Maintenant, ils sont allés en Égypte, ça se passe plutôt bien. Joseph meurt. Verset 8, il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui ne connaissait point Joseph. Voilà. Et ce pharaon dit à son peuple, voilà, on a un peuple parmi nous qui est important, il habite dans la terre de Goshen, Ava nitrakemalo, faisons une ruse contre lui, Penirbe, de peur qu'il grandisse, Veaya, et ce sera Kitikrena milchama, s'il y a une guerre, il va s'allier contre nos ennemis, Venilcham banu, il va faire la guerre contre nous, Ve'ala minaretz, et il va monter, mot à mot, monter sur la terre. Globalement, c'est la théorie du grand remplacement. Et ils vont nous remplacer. Voilà. Vous trouvez que c'est très différent? La théorie de la 5e colonne. Regardez toute l'iconographie en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Le couteau planté dans le dos. C'est exactement ce que Pharaon dit. Pharaon invente un principe de suspicion, de non-fidélité à l'État envers les Juifs. Il ne dit pas ils sont cosmopolites, mais il le pense tellement. C'est ce que la Bible dit. Vous allez me dire, bon, c'est Pharaon, c'est lui, c'est pas très grave. Oui, il a quand même tué tous les garçons. Il a mis en esclavage le peuple des Hébreux. Et il a ouvert un temps d'hostilité violent, étatique, contre les Juifs.
Est-ce un accident? Non. Parce que quand vous voyez, un peu avant lui, il y avait Joseph. Joseph, formidable, vice-roi d'Égypte. Il a sauvé l'Égypte économiquement. Et la Bible, pourtant, c'est dans la Genèse, atteste, ils lui mirent du pain devant lui et aux Égyptiens qui mangeaient avec lui à part. Ki toevaï les Mitzraïm, les cholim et evrim lachem, car c'était une abomination pour les Égyptiens que de manger avec un Hébreu. C'est-à-dire, le bonhomme, il pouvait être vice-roi d'Égypte, avoir sauvé l'Égypte, mais on ne mangeait pas à sa table. Quand même, il ne faut pas pousser. Il faut bien qu'il travaille, en plus il travaille, et en plus il croit venir chez nous, non, n'exagérons rien. Est-ce un accident? Je ne vous parle que de l'Égypte. Non. Les Hébreux sortent d'Égypte. Ils sont dans le désert. Ils ne sont une menace pour personne. Et là, il y a un peuple qui se jette sur eux. Le peuple de Amalek. Ce peuple est tellement symbolique que nous allons appeler tous les ennemis du peuple d'Israël Amalek. Avec une permanence dans l'histoire. Ce peuple n'a rien à gagner, tout à perdre, mais il se jette sur un peuple qui était affaibli, et le mot c'est joli, Asher Kachabaderer. Il t'a refroidi dans le chemin. On était plein d'élan pour Dieu, on va sortir servir Dieu, on va aller dans le désert, on va recevoir la Torah, on va aller en Terre Sainte. Boum, il les attaque. Et au fond, il fait la chose la plus incroyable de tous les temps, il invente le doute. Il fait naître au cœur d'Israël, du peuple d'Israël, le doute. Moi, je suis sidéré, mes chers amis, comment aujourd'hui, en 2025, même si c'était en 2024, on laisse quand même penser aux Juifs que s'ils sont en but à la violence, à la haine des uns des autres, c'est qu'ils l'ont quand même un peu cherché. Hein? Écoutez, avec votre truc là sur la tête, là, hein, quand même, et vos colliers là, quand même, vous poussez, et vos machins sur les portes là, soyez gentils. J'ai des amis chez qui je suis allé il y a quelque temps. Je vais chez eux et je ne trouve pas leur nom sur le digicode là. J'appuie tous les sens, ça prend 2 heures, et tu appuies, tac, 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 dans l'autre sens, tac, tac, tac. Il n'y a pas leur nom. Je l'appelle, je dis, écoute, t'as déménagé ou quoi? Ah ouais, non. Sonne à mon prénom, parce que le bailleur m'a dit, votre nom peut-être, c'est risqué sur la boîte aux lettres, enfin sur le digicode, mettez que votre prénom. Quand vous dites ça, au lieu de protéger la victime, vous culpabilisez la victime. Et on a tous subi ça. Et donc le premier qui met un doute dans l'esprit du peuple d'Israël, c'est Amalek, qui lui dit, mais écoute, même une part de responsabilité. Et les gens vous le disent des fois, vous avez même des intellectuels qui vous disent, mais enfin, quand même. Si au long des siècles, tout le temps les Juifs en ont pris plein la tête, c'est quand même qu'ils font quelque chose. Il y a bien quelque chose. Cette incompréhension de cet invariant pousse à chercher une raison chez la victime. C'est incroyable. Allons plus loin dans l'histoire. Amalek, c'est le pire des pires, mais il réapparaît tout le temps sous d'autres oripeaux, d'autres habits. Dans le livre d'Esther, très intéressant le livre d'Esther, vous avez un roi, Assuérus, il dirige 127 provinces. Il n'y a que le professeur Brague qui serait capable de nous les citer dans l'ordre. Non pas par ordre alphabétique, ce serait trop facile. Il le ferait en fonction du nombre d'habitants et voilà. Mais il nous le fera ultérieurement. Il est imbattable sur tout. C'est pas compliqué. Le roi Assuérus dirige ses 127 provinces. Il a une reine, Vashti, il tue la reine parce qu'elle lui a pas obéi. Il demande à Madame de Fontenay, qui existait déjà à l'époque, d'organiser le concours de Miss Perse. Elle lui organise le concours de Miss Perse. Il prend Esther. Esther est juive, mais son oncle, Mardoché, lui dit surtout, ne dis pas que tu es juive. Ok. Elle devient la reine. Et un jour, le méchant vizir, Aman, vient dire au roi, Majesté, Yeshno Amechad Umfurad Ben Amim. Tu as parmi tes 127 provinces un peuple dispersé. D'ATM Shonot, leurs règles sont complètement différentes. Ils ne mangent pas des trucs. Les homards, c'est si bon, ils ne mangent pas. Les crevettes, ils ne prennent pas. Ils ne mélangent pas la viande, ils n'appuient pas sur les digicodes, ils ne prennent pas leur téléphone Shabbat. Ils nous emmerdent avec toutes leurs règles
un peu bizarroïdes qu'on ne comprend pas. Ils ont des règles différentes. Ve'en amelech shovel enecham. Le roi n'a aucun intérêt à les garder. Eh ben, le roi il dit débarrasse-moi de ça et c'est tout. Et ils organisent le premier assassinat total, la première solution finale des Juifs. Sauf que l'histoire fait que la reine Esther découvre le complot, va inviter le roi et Haman, et le roi va se rendre compte que Haman ne cherche pas l'intérêt du royaume, mais cherche son intérêt à lui. Et donc il le fait tuer, et l'affaire est réglée. N'empêche que le principe est là. Il y a quelqu'un qui explique au roi que cette population n'est pas assimilable. Eh bien, mes chers amis, c'est notre grandeur. C'est que malgré des siècles et des siècles de haine, de jalousie transformée en violence, en massacre, en pogrom, en ce que vous voulez. Et je le dis de France, où le premier pogrom a eu lieu à Blois, en 1167, et l'histoire n'a pas été joyeuse. Eh bien, avec tout ça, nous sommes restés ce que nous sommes. Pour pouvoir donner ce que nous sommes à l'ensemble de la société. C'est la grandeur de la République, de savoir donner à chacun et chacune sa place dans ce qu'il est, pour qu'il puisse s'intégrer et non pas s'assimiler, qu'il puisse s'enraciner, comme aurait dit Simone Veil, et non pas être juste un fétu de paille sous les vents de l'histoire. Moi, j'ai le sentiment que ce dont on va parler maintenant, c'est une forme de permanence de la capacité à résister, et pour nous, les Juifs, et pour les sociétés, parce qu'en réalité, c'est un combat commun. Toutes les sociétés ont défendu la place des Juifs, ont été des sociétés qui ont défendu l'altérité, la diversité, l'accueil. Et c'est le thermomètre d'une société. Comment sont les Juifs quelque part? Et vous savez comment est toute la société. Et pour tout le monde, pas que pour les Juifs. Voilà pourquoi réfléchir, comprendre l'antisémitisme, ce n'est évidemment pas le justifier, c'est essayer de faire ce qu'ont fait tous les leaders de l'Église catholique, et je veux rendre hommage notamment à Jean XXIII, le pape Jean XXIII, qui a eu ce courage incroyable de dire à Jules Isaac, qui lui demande « Puis-je avoir de l'espoir ?» Il lui répond « Vous pouvez avoir bien plus que de l'espoir. » Aujourd'hui, et dans les 3 journées de réflexion que vous allez mettre en place, il faut que nous soyons capables, certes, d'avoir de l'espérance, mais il faut que nous soyons capables de produire bien plus que de l'espérance, de l'action, de la confiance et de la fraternité. Un grand merci, cher Haïm. Alors, Haïm n'avait pas souhaité ouvrir le dialogue avec la salle, donc... Mais bien sûr, j'avais dit oui. Trop tard. Mais en revanche, puisqu'il est 50, je veux dire à nos amis musulmans, ça hafturkum. Voilà. Alors, non, le débat, on l'aura de toute façon après les 3 autres intervenants. Vous pouvez rester là si tu veux, Haïm. Tu peux rester là si tu veux. Et je vais appeler à la tribune. Émile, nous, on va les rejoindre, nos amis. Mais on pourra bien sûr, au moment des questions, répondre à vos questions. Et Émile et Haïm seront évidemment amenés à répondre s'ils en ont envie. Bien sûr que oui. Alors, maintenant, j'appelle à la tribune Philippe Herzog, Rémi Brague, Annette Vievorka. Donc, 3 amis très différents, finalement, mais qui s'enrichissent, je crois, les uns les autres avec leur lecture et leurs rencontres et leurs échanges, et qui vont nous offrir leurs réflexions, justement, sur ce qu'on a appelé les racines de l'antisémitisme. Je ne sais pas si c'est exact, pas exact, mais en tout cas, de nous faire un petit peu, de revenir un peu sur cette histoire. Et je commencerai par Philippe Herzog. Philippe Herzog, alors moi j'aime bien, parce que je provoque, comme on a eu Manoukian il n'y a pas longtemps au Panthéon, qui était juif, communiste et arménien.
Arménien, juif. Ah bon, dommage. J'étais persuadée que c'était arménien, juif et communiste. Et je disais Philippe, il est croate, juif et communiste. Enfin, il a été, en tout cas, d'origine aussi. Et donc, on était assez fiers d'être plutôt de ce côté-là de l'histoire. Hein, on va dire ça comme ça. Et puis Annette, donc Annette Vivorka, historienne aussi, qui, alors, elle est juive aussi, je crois. Et oui, voilà. Et qui a fait énormément de recherches, évidemment, sur pas seulement l'antisémitisme et la juidité, je crois, et puis qui s'est pas spécialisée, je crois qu'elle n'aime pas qu'on utilise ce terme, mais quand même sur la période de la Shoah. Elle est vice-présidente de la Fondation de la mémoire, pour la mémoire de la Shoah. Et Rémi Brague, alors je ne sais pas s'il faut le présenter, historien, philosophe, les deux, je crois, ou philosophe de l'histoire, on pourrait dire ça comme ça. Alors, un homme estimé, aimé, lu par les autres grands intellectuels. Alors Philippe, évidemment, il trouve que c'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand intellectuel. Ah bah si, Rémi, c'est vrai, il faut pas, c'est comme ça. Il a peut-être tort, mais en tout cas, il le pense. Donc voilà, bah, merci d'être là tous les trois. Je vais vous donner la parole. Juste avant, je voudrais dire un tout petit mot par rapport à ce qu'a dit Haïm. Pourquoi aujourd'hui ça revient, on ne comprend pas. Je peux vous dire qu'on a associé à cette initiative les étudiants juifs de France, l'Union des étudiants juifs de France. Je ne sais pas s'ils sont là ce soir, enfin ils sont représentés par leur bureau, mais ils seront là évidemment le 2 avril et ils animeront la séance du 20 mai, qui m'ont raconté à l'occasion d'un petit déjeuner qu'ils se faisaient harceler, les vexations, l'ostracisation. C'est très grave ce qui se passe à la fac en ce moment et beaucoup de jeunes étudiants ne viennent plus, carrément, à la fac. Donc, je crois que c'est pas seulement comprendre et c'est pas seulement, il faut s'engager, il faut combattre tout ça et c'est notre affaire à tous, évidemment, mais ça, on aura l'occasion aussi d'en parler avec nos jeunes amis musulmans, bien sûr, et donc, et chrétiens et juifs. Évidemment. Donc, Philippe Herzog, c'est à toi. Et puis, tout à l'heure, pour le débat, vous avez à peu près un quart d'heure chacun. Peut-être Rémi aura un peu plus, oui. Mais non, il dit non. Bon, on va voir. On va voir si vous respectez. Mais c'est pour pouvoir avoir un petit échange avec la salle. Merci à Haïm Corsia, merci à Émile. Leurs propos sont extrêmement instructifs et toniques. Je serai bref pour laisser la place à deux personnes que j'admire pour des raisons différentes, Rémi Brague et Annette Vivorka. Je commencerai par un témoignage et un hommage. Si être juif, c'est avoir le sentiment d'être une branche d'un arbre dont mes ascendants ont fait partie, et si je suis fier des fruits qu'ils ont donnés, alors je suis juif. Mes grands-parents paternels étaient des juifs en Croatie. Ils sont morts à Auschwitz en mai 1943, ainsi qu'un certain nombre de membres de leur famille qui étaient complètement décimés. Que reprochait-on à mon grand-père Mavro Maurice, un Maurice de l'époque, Mavro en croate? Que lui reprochait-on? Avocat des paysans illettrés, spoliés et révoltés, il a été radié du barreau, puis réintégré. Avocat du Parti démocrate paysan pour l'entente croato-serbe, qui gagne les élections, ils sont accusés de crimes contre l'État. Militant de la libre circulation des étrangers en Croatie, il s'est fait traducteur, le premier traducteur de Tolstoï en Croatie. C'était un homme des Lumières, particulièrement épris de la France et des droits de l'homme. Que lui reprochait-on? C'est irrationnel, comme on l'a dit avant moi. Mais irrationnel couvre beaucoup de préjugés et d'ignorance. Et donc il faut bien enfoncer le clou en disant, parce que ça nous concerne tous, c'est sur fond d'ignorance et de préjugés que l'antisémitisme prolifère. J'abrégerai mon propos pour laisser la place à mes deux amis. Et j'axerai un peu tout sur la question du devoir, sur le combattre dans le temps limité qui nous est donné. Ils feront mieux que moi, notamment Rémi, sur le comprendre. Ça a été dit, c'est une maladie qui affecte plusieurs civilisations depuis plusieurs millénaires, au Moyen-Orient, en Europe, une maladie endémique
transmise par la haine dans un inconscient individuel et collectif. Et ça redouble aujourd'hui, ce qui est un peu révoltant et répugnant, parce que au long des siècles, on aurait pu avancer. Typiquement, on n'a pas de progrès singulier de civilisation en la matière, malgré des efforts absolument remarquables que je veux saluer. Aujourd'hui, donc, ça redouble dans nos écoles et universités par des manipulateurs et propagateurs de haine auxquels il faut résister. C'est une question de résistance, et c'est le premier devoir que je veux souligner. Et c'est votre tâche à vous tous, en particulier en milieu enseignant, mais c'est si difficile. Deuxième observation, et dans le même esprit, combattre l'antisémitisme, donc, est un devoir d'introspection, à chacun de réfléchir au pourquoi. Le pourquoi, dans l'histoire, on y vient. C'est déjà compliqué. Mais il y a d'abord un problème d'introspection individuelle. Qui suis-je pour être sensible aux pressions dont je viens de parler et pour cultiver cet antisémitisme? Delphine Horviller a observé que ce n'est pas un racisme comme les autres, c'est quelque chose de simple. Alors, ce n'est pas un racisme comme les autres. Les racistes expriment généralement une haine de l'autre pour ce qu'il n'a pas. Il n'a pas la même couleur de peau que nous, pas les mêmes coutumes, pas les mêmes cultures éventuellement. Au contraire, le juif a été souvent haï pour ce qu'il a. On l'a accusé d'être riche, en oubliant que la plupart d'entre eux ont vécu dans la misère. On l'a accusé d'usurper un pouvoir. Et en fait, comme ça a été dit avant moi, on lui reproche son existence même, tout simplement. Victime d'une traque obsessionnelle, Raïm a eu raison de rappeler que combien de juifs ont retourné l'accusation contre eux-mêmes, et si c'était nous? J'aimerais bien que les antisémites fassent cet effort d'interrogation et reprennent la charge de la dette, et certains l'ont tenté. Je ne ferai pas ici de réflexion sur la psychologie ou la psychanalyse, mais on a cité aussi Sartre, et j'y renvoie également. Pour Jean-Paul Sartre, l'antisémite est un homme qui a peur de lui-même, de sa conscience, de sa solitude, de ses responsabilités envers autrui. J'aimerais bien que ce type de réflexion fructifie avec les nuances et les bémols et les ajustements, mais à mon avis, c'est une des rares investigations qui ont été faites sur cette question. Qu'est-ce qu'un antisémite? Tout ceci nous amène au devoir d'éducation. Il s'agit d'acquérir une conscience historique, donc introspection individuelle, mais aussi conscience historique. Il y a d'innombrables travaux des historiens qui pourraient faire l'objet d'une éducation populaire. Et il a été dit que l'antisémitisme est en fait un anti-judaïsme qui frappe un peuple singulier. Donc il faut examiner ce qu'il a porté. Il a porté une foi nouvelle, le premier des monothéismes, mais une foi qui a dérangé, mais il a porté en même temps ses propres lois après Moïse, qui a sculpté un peuple, comme disait Thomas Mann. Porteur de la première religion monothéisme, il aurait reçu, selon la Bible, les tables de la loi. Les Juifs n'ont jamais cessé de les interpréter, nourrissant un effort de morale constante pour le bien commun et l'engagement. Mais ce fut une révolution culturelle dans les temps anciens que je n'investiguerai pas ici, évidemment, et ça me dépasserait beaucoup. Mais ce fut un choc pour les populations locales. Puisqu'on parle de films, je vais vous surprendre. Revoyez peut-être le péplum Samson et Dalida de Cécile B. 2000, et vous verrez de façon très simple comment des populations locales, étonnées par ce qui leur tombait dessus, c'est-à-dire une foi qui dérange, mais qui donne une force à un peuple, et une inspiration morale qui monte à la transcendance, c'est un choc énorme qui a provoqué des réactions. Les pouvoirs établis, évidemment, ont réagi, et ça a très mal fini. Ça a été rapporté avant moi. Or, de façon générale, les Juifs ont été l'objet de sévices par des pouvoirs spirituels et politiques dominants. On parle religion, mais voyez, politique, théologico-politique, comme disaient les grands philosophes. Bon, surtout ne pas séparer cette question de ce n'est pas d'abord une guerre de religion, c'est instrumenté par des pouvoirs spirituels et politiques. Et ce qui a été dit sur le renouveau du christianisme à cette époque par Raïm est extrêmement important. Je recevais encore hier un message pour
d'une pseudo-historienne, elle est peut-être une vraie historienne d'ailleurs, qui hurlait au scandale sur l'idée de judéo-christianisme. De façon générale, ils ont donc été l'objet des sévices par les pouvoirs dominants, et pourtant leur singularité aux Juifs a été de ne pas avoir fait de prosélytisme évangélique, comme les chrétiens, ni prôner le djihad, comme les musulmans contre les infidèles, ni cultiver une ambition de puissance, comme toutes les grandes nations. Et pourtant, il a été stigmatisé comme un corps étranger, un élément impur qui souille une société, un élément féminin qui l'affaiblit, cette société. À l'époque moderne, nouvelle révolution culturelle. Cette fois-ci, ce n'est plus en se référant à la religion qu'on établit l'étape de la loi. Les Lumières ont dit que dès lors, un peuple doit s'identifier comme nation, ni Dieu, ni maître. Il se déclare souverain, le peuple, c'est son propre législateur. C'est une autre révolution. Et la Révolution française, dans l'esprit droit de l'homme, a intégré les Juifs. C'est son grand mérite. Mais ça n'a pas duré, comme vous le savez, et ça s'est très très vite, ça a repris. Les nations et les empires européens se sont retournés contre eux, des pogroms dans toute l'Europe. Hitler a inventé la solution finale, mais la plupart des autres États européens ont été complices, sinon partenaires. Ça ne s'est pas passé seulement en Allemagne, ne l'oublions pas. Ce n'est pas seulement une affaire allemande, Hitler, c'est notre Hitler. C'est pourquoi le travail de mémoire contre l'oubli est si nécessaire aujourd'hui, car sinon on peut se disculper à bon marché. Je continuerai sur ce point en disant que, au fond, les Européens et les Occidentaux demeurent incapables de penser ce qui les constitue. C'est un autre point que je veux souligner. Les Juifs sont en effet, avec les Grecs, les racines souches de la culture européenne. Et leur monothéisme a été repris et transformé ensuite par les chrétiens, puis par les musulmans qui ont pensé faire la théorie générale, dépasser les deux autres. Il n'y a pas de dépassement en la matière. En tout cas, le devenir des Juifs a été singulier par rapport aux autres, et les nations qui se sont constituées leur doivent beaucoup. Dès l'humanisme de la Renaissance, on a un apport considérable des Juifs. Et combien de génies, athées ou non, on n'a pas besoin d'être croyant pour être juif, athées ou non, l'ont été. Robert Badinter a bien souligné, et ne l'oublions pas, qu'il ne s'agissait pas d'extermination d'un peuple, d'un génocide d'un peuple, mais aussi d'une liquidation de sa culture, singulièrement en Europe centrale, une perte irrémédiable pour toute l'Europe. La solution finale n'a-t-elle pas trop bien réussi? C'est pourquoi, quand nos régimes démocratiques européens font état de leurs valeurs, ils devraient en faire la preuve aujourd'hui en entreprenant de tenter de régénérer leurs valeurs, en reprenant leur héritage fondamentaux dans ce qu'ils ont porté de meilleur. Il est vrai aussi que il s'agit, en matière d'étrangers, les Juifs sont des étrangers pas comme les autres, on l'aura bien compris. Mais de façon plus générale, les Européens ont fait preuve d'ostracisme envers tous les étrangers et immigrés. C'est aussi une constante. Il revient à Adi Steg, juif français, grand chirurgien, grand croix de la Légion d'honneur aussi, d'avoir milité pour expliquer que l'intégration des étrangers n'efface pas leur singularité, et d'avoir milité pour dire que les Juifs tiennent à une double fidélité, fidélité à la nation dans laquelle ils veulent être assimilés, fidélité à leur communauté qui était menacée d'extinction. Tout ceci redouble aujourd'hui en Palestine. Il faut comprendre la peur des uns et la peur des Juifs après le 7 octobre. C'est pour eux une question de survie. On a dit tout à l'heure 15 millions de Juifs dans le monde, seulement. 7 en Israël, 7 aux États-Unis, 450 000 en France peut-être, pratiquement zéro dans les pays arabes. Il y a quand même un devoir d'interrogation. Nous ne chassons pas nos immigrés. Mais eux, ils ont pu être chassés. Et la haine nourrit l'expulsion. Il faut comprendre tout autant la violence et la souffrance des Palestiniens écrasés sous les bombes et reconnaître qu'il y a là des crimes de guerre.
Ça n'est pas une guerre juste. Ça n'est pas une guerre juste. Et il faut y faire face. Et ça n'est pas aussi une question, et c'est bêtement une question de territoire, j'allais dire, quand même, prosaïquement. Or, en matière de territoire, il n'y avait pas au début les Palestiniens, puis les Juifs qui sont venus et qui les ont chassés, ou qui les ont déplacés en tout cas. Au début, aux origines de nos civilisations, plusieurs ethnies cohabitaient, Hébreux, Philistins, Phéniciens et quelques autres. C'était un territoire, la Palestine. Le mouvement palestinien est récent, c'est un nationalisme récent, tout à fait respectable, bien entendu. Mais ne nous cachons pas du fait que c'est un problème de territoire. Et le mouvement sioniste n'a pas voulu délibérément créer un État-nation puissant et fort. Le mouvement sioniste a tout simplement, dans une diversité, et peut-être de façon où une minorité seulement des Juifs disséminés dans le monde étaient sionistes. Mais ceux qui ont cultivé le sionisme ont cherché un État-refuge pour les Juifs victimes de pogroms dans toute l'Europe. Ils ont cherché des solutions. Il faut quand même arrêter, enseigner l'histoire, c'est terrible. L'inventeur du sionisme, Herzl est allé en Turquie pour demander la protection des Turcs et pour qu'on puisse y déplacer les Juifs victimes des pogroms en Europe. L'Ouganda, c'était sous protecteur anglais, on a cherché à les déplacer en Ouganda. Staline a proposé la Sibérie, d'autres ont proposé Madagascar. Et ça s'est fait pour de bonnes raisons, à mon avis, quand même, à Jérusalem et en Palestine. Mais ça s'est fait sans coopération entre les Juifs et les musulmans. Il y a des fautes originelles dès la création. Je rappelle que Martin Buber et Hannah Arendt étaient pour un État binational, sachant que... Mais le problème n'a pas été résolu, il a empiré. C'est pourquoi il faut rendre hommage à Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, qui ont donné un exemple remarquable d'intelligence et d'héroïsme il y a une trentaine d'années. Ils ont réussi à entamer sur plusieurs années un processus de paix, mais qui a été ruiné par les extrémistes de tous bords, et en particulier par les antisémites. Heureusement, des liens d'amitié et d'entente se sont créés qui soulèvent aujourd'hui l'espoir. Femmes, familles, associations donnent beaucoup. Vous voyez ça à la télévision, quand il faut aller chercher, il faut aller voir les émissions, il y en a de bonnes. Quelle portée dans le monde entier aurait une paix en Palestine? Quel espoir pour toute l'humanité si juifs et musulmans, qui sont à bien des égards des frères ennemis, donnaient l'exemple d'une réconciliation? Mais c'est impossible, et c'est par là que je veux terminer, c'est impossible que cette paix ait lieu si nous laissons aujourd'hui ronger notre démocratie nationale à nouveau par le fléau de l'antisémitisme. Un grand merci Philippe. Je donne la parole à Rémi. « 15-20 minutes, c'est bon Rémi? Non. 7h30. Il est... Oui. Bah, on prolongera d'un petit quart d'heure si tout le monde est d'accord. Oui, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Bon, merci de cet acquiescement tout à fait spontané. Bon, donc, merci de m'avoir invité, Yevani Basuka. On vous a dit tout à l'heure, et à juste titre, que le mot antisémitisme était récent, qu'il n'est pas plus ancien que la fin du XIXe siècle, avec ce journaliste allemand, Wilhelm Marr, qui l'a malencontreusement forgé en 1879. Bon, c'est bien entendu une allusion aux trois fils de Noé, et en particulier à Sem, n'est-ce pas, qui est l'ancêtre des peuples dont nous disons maintenant qu'ils parlent des langues sémitiques, l'hébreu, l'arabe, les langues d'Éthiopie et l'akkadien ancien, enfin des langues qui ont disparu maintenant. Mais il n'y a jamais eu, bien entendu, de peuple sémitique. Et ce que l'on entend maintenant par antisémite, c'est effectivement la haine des Juifs, pas de tous les gens qui parlent des langues sémitiques. Alors je vais essayer de vous retracer très rapidement, puisque bon, il le faut, de manière schématique et vraiment en cravachant, l'histoire de ce que l'on appelle
quand même antisémitisme. Bien. Alors au début, lorsqu'apparaît le peuple d'Israël, c'est un petit peuple du Moyen-Orient qui se dispute avec ses voisins, avec les Moabites, qui vivent dans la Jordanie actuelle, avec les Édomites qui vivent, disons, dans le Negev actuel, enfin au sud d'Israël actuel. Et bon, ils se font la guerre, ils se fritent, ils s'allient les uns contre les autres, ils sont pris en tenaille entre les grands empires du sud, l'Égypte, et du nord, eh bien, les différents empires qui occupent le territoire de la Mésopotamie, en gros la Syrie et l'Irak actuel. Mais il n'y a pas encore de haine particulière. Il y a simplement l'animosité qui est à peu près inévitable entre les peuples voisins. Bon. Ce que l'on peut appeler un antisémitisme ou un antijudaïsme apparaît finalement après le moment où la puissance dominante au Moyen-Orient n'est plus ni égyptienne, ni, disons, mésopotamienne, mais bien grecque. Les Assyriens ont commencé par occuper le territoire où se trouve actuellement l'État d'Israël. Ils ont enlevé l'élite du pays de Juda, l'ont transporté à Babylone à titre d'otage. Ensuite, les Perses vainquent les Assyriens et renvoient les otages ou leurs descendants chez eux, ce que l'on appelle la fin de l'exil, le retour de l'exil. Ensuite, eh bien, ce sont les Grecs qui vainquent les Perses. Cette histoire est pleine de bruit et de fureur. Et à ce moment-là, on a un contact entre deux cultures hétérogènes. Et c'est pour cela que je parlerai d'un premier antisémitisme ou antijudaïsme, si vous voulez, que j'appellerai l'antisémitisme culturel. On a deux cultures qui entrent en contact et dont le contact provoque eh bien, des incompréhensions. Un exemple très simple. La culture grecque est fondée non seulement sur la littérature, sur Homère, mais sur la pratique du sport au gymnase. Or, comme le nom gymnase l'indique, on se déshabille pour pratiquer le sport. Vous imaginez les fines plaisanteries que les Grecs non circoncis pouvaient avoir envers leurs partenaires à la palestre, un mot plutôt anachronique, qui étaient circoncis. Ça, c'est dans le livre des Maccabées. Et c'est un des éléments qui a produit la révolte des Maccabées, donc une révolte armée qui a permis au peuple juif d'obtenir eh bien, une certaine indépendance, une certaine en tout cas autonomie à l'intérieur d'un Moyen-Orient très largement hellénisé. Un véritable antisémitisme n'apparaît seulement qu'un antisémitisme de nature théorique, reposant sur des arguments, qui valent ce qu'ils valent, c'est-à-dire pas grand-chose, mais enfin quand même des arguments, et cela apparaît en venant d'un Égyptien qui s'appelait Appion, dont on ne connaît l'œuvre dirigée contre les Juifs que par la réfutation qui en a été faite par l'historien Transfuge. Il avait d'abord participé à une révolte contre les Romains et ensuite il s'était mis tout à fait du côté des Romains. Il avait même pris le nom de Flavius, c'est-à-dire le nom de la famille de l'empereur Vespasien. Donc Flavius Joseph écrit vers 93 après Jésus-Christ une réfutation du pamphlet d'Appion écrit contre les Juifs. Et là, nous avons quelque chose de très intéressant, qui n'est pas d'Appion, mais qui est d'un autre Égyptien qui s'appelait Manéthon, et qui écrit une histoire, ou plus exactement une contre-histoire de la naissance du peuple juif et de l'occupation par celui-ci
du pays, disons de la Palestine, enfin, du pays d'Israël ou de la Terre Sainte, si vous voulez, c'est plus neutre. Vous connaissez le récit de l'Exode, Moïse qui entraîne le peuple juif et le libère de la captivité égyptienne. Eh bien, Appion, citant Manéthon, qui est le véritable inventeur de cette histoire, raconte la même histoire, mais en la renversant. Là où il y avait un plus, il met un moins. Là où il y avait un moins, il met un plus. Ce qui s'est passé, d'après lui, c'est que le peuple juif était un peuple de lépreux, des gens avec cette horrible maladie de peau, et que le pharaon a tout à fait eu raison de les expulser, de les vider. Donc l'exode n'est pas un triomphe, mais au contraire une défaite. Alors c'est très intéressant parce que cette manière de retourner les choses va être récurrente. D'ailleurs, nous allons, cette histoire est l'histoire d'une récurrence. Il y a un autre élément qui apparaît, alors qui n'est sans doute pas chez Manéthon, la source d'Appion, mais qui est chez Appion, et qui est du crime rituel. Alors le crime rituel, là aussi, ça va avoir la vie très dure. Il s'agit de dire que les Juifs, de temps en temps, comme ça, sacrifient un païen, enfin un non-juif, un enfant de préférence, pour utiliser son sang à des rites plus ou moins obscurs. C'est la première fois que ça arrive, ce n'est pas la dernière. J'aurai malheureusement à en reparler. En ce qui concerne non plus les arguments, mais les faits, eh bien, le premier pogrom de l'histoire, la première chasse aux Juifs, attestée en tout cas, a lieu à Alexandrie, donc cette ville qui est au bord de l'Égypte, qui n'est pas en Égypte, mais ad Aegyptum, comme disaient les Romains. Ça se passe en 38, en l'an 38, après Jésus-Christ. Nous avons une seule source, c'est une source juive, c'est Philon, donc Philon d'Alexandrie, donc qui a sans doute été témoin oculaire des faits, et qui raconte cette histoire. Mais là, on ne sait pas trop s'il s'agissait d'une rivalité économique, puisque les Grecs et les Juifs étaient en situation de concurrence pour le contrôle du commerce alexandrin. En tout cas, on voit apparaître le reproche que les Grecs appellent amixia, le fait de ne pas vouloir se mélanger aux autres peuples. Et par exemple, avant tout, bien entendu, de refuser un mariage mixte. Ça, c'est là aussi un reproche qui va être constamment recyclé. Alors, lorsque les Romains prennent le contrôle de la région, puisque après les Assyriens et les Égyptiens, il y a eu les Perses, après les Perses, il y a eu les Grecs, mais encore 2 dynasties grecques qui se sont succédées, les Romains prennent le contrôle de la région et ils sont au début plutôt favorables aux Juifs. Au moment de la révolte des Maccabées, les Maccabées avaient réussi à gagner une sorte d'alliance avec Rome. Mais après une révolte juive, les Romains ont à intervenir. Là, c'est dans tous les livres d'histoire, et ils le font avec la délicatesse habituelle des légions, c'est-à-dire d'une manière assez sauvage. Et nous avons, dans le cadre d'un récit historique sur ce qui s'est passé, nous avons un texte extraordinairement intéressant dû à l'historien romain Tacite. Dans son œuvre qu'il a appelée Histoire, tout simplement, au livre 5, au début, lorsqu'il va raconter la campagne de l'empereur Vespasien, celui que Flavius Joseph était arrivé à servir à la fin, lorsqu'il raconte la campagne de l'empereur Vespasien, il donne quelques indications sur le pays où il devait mater une révolte et sur le peuple qui avait eu l'audace de s'opposer à la paix romaine, enfin ce que les Romains appelaient paix. Et nous avons là une sorte de résumé très intéressant de tous les clichés, ou d'une bonne partie des clichés, ils ne sont pas tous, qui vont eux aussi être constamment réitérés dans le cours de l'histoire. Alors, ce sont des gens, dit Tacite, qui ont des coutumes, des rites contraires à ceux de tous les autres peuples. Attention, je ne dis pas différents, mais contraires. C'est-à-dire qu'ils sont tellement entêtés que là où
les Égyptiens adorent tel animal, eux le sacrifient. Ils mettent leur point d'honneur à prendre le contre-pied de ce que font les autres peuples. Alors, ils connaissent une très forte solidarité interne. Ce sont des gens qui se serrent les coudes. L'image n'est pas là, mais l'idée est tout à fait chez Tacite. Ils sont solidaires entre eux, et en revanche, alors ils haïssent tous ceux qui ne sont pas juifs. Bon. Deux éléments, alors vraiment culturels, non pas seulement sociaux, mais culturels, relevant, disons, de la spiritualité. Ils ont un culte sans image. Alors là aussi, c'est très différent, puisque, bon, pour un Romain, un dieu, ça a une statue. Bon. Ils ont un seul Dieu. Alors là aussi, c'est un peu bizarre. Mais au moins, c'est une description objective. C'est vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y a pas d'image. Bon. Mais c'est interprété négativement, comme une sorte de volonté d'embêter les autres. Deuxième sorte d'antisémitisme, après cet antisémitisme, disons, culturel, il y a l'antisémitisme religieux. Alors là, nous passons au Moyen-Âge, et le Moyen-Âge est un âge dominé par deux religions qui ne s'entendent pas du tout entre elles d'ailleurs, à savoir le christianisme et l'islam. Il y a un point commun en ce qui concerne l'attitude de ces deux religions par rapport aux Juifs. On peut échapper à l'antisémitisme si l'on renonce au judaïsme. Donc si l'on se convertit, si l'on se fait soit chrétien, soit musulman. Et on verra tout à l'heure qu'il existe une forme d'antisémitisme telle qu'on ne peut pas échapper. C'est un antisémitisme biologique. J'y reviendrai. Que vous êtes juif comme ça, comme vous êtes blanc ou du sexe masculin ou, je ne sais pas, atteint de tel ou tel, ou comme vous avez les cheveux blonds ou bruns. Bon. Mais là, nous avons une porte de sortie, si je puis dire. Porte de sortie qui est, alors d'une part, étroite, et puis qui n'est pas vraiment une garantie d'échapper à la conversion, à la persécution, parce que la conversion vous rend suspect. Vous rend suspect. D'abord, puisque justement elle permet d'éviter certains inconvénients, on va se demander, bon, ces gens-là, s'ils passent au christianisme ou s'ils passent à l'islam, est-ce qu'ils sont vraiment sincères ? Ou est-ce qu'ils ne font pas simplement mine d'adopter extérieurement une religion, alors qu'ils restent intérieurement fidèles à leur religion d'origine? C'est ce que l'on appelle le phénomène du maranisme. Les maranes, bon, ce n'est pas un mot très flatteur, ça veut dire cochon, hein, bon, en espagnol. Donc, les convertis restent suspects. Et on se demande, bon, ces gens-là, c'est peut-être pas... si je puis dire, ils ne sont peut-être pas très catholiques, à tous les sens du terme. Je vais donc parler d'abord, dans l'ordre chronologique, de l'antijudaïsme chrétien. Au début... Ah, déjà, ben oui, c'est affreux. Hein. Bon. Alors, c'est dans le cadre de l'antijudaïsme chrétien qu'on voit apparaître l'accusation de déicide. Les Juifs sont accusés d'être responsables de la mort de Jésus. C'est une légende qui a eu la vie très dure, et de manière d'autant plus surprenante qu'un verset du 4e évangile, lequel n'est pas tendre pour les Juifs, l'évangile de Jean, fait dire à Jésus-Christ, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Donc, il n'y a pas de responsable. Le crime rituel reprend du service jusqu'au moment où un juif tout à fait malin, un crétois, qui n'était pas menteur, Eliade el Médigo, du XVe siècle, rappelle que cette accusation de crime rituel avait été soulevée contre les chrétiens, au début. Et il cite à cet effet Tertullien et un autre père de l'Église dont le nom m'échappe. L'anti-judaïsme devient légal avec les lois de Théodose, le premier empereur qui a déclaré le christianisme religion officielle de l'Empire romain,
et encore plus avec Justinien. Ces lois interdisent certaines activités aux Juifs, et il leur interdit de posséder de la terre, donc d'être paysans. Conséquence, les Juifs se tournent vers d'autres métiers. Alors ils sont, je ne sais pas, artisans, d'où le nom Haddad, fréquent chez les Juifs et chez un très cher ami, Claude et à moi. Ils se tournent vers les métiers libéraux, ils sont médecins, donc on peut les accuser aussi d'empoisonner les gens. Et ils se tournent vers les métiers d'argent. Alors ça, c'est embêtant. Parce qu'en général, on n'aime pas tellement les gens qui sont plus riches que vous, qui manient de l'argent. Donc on les accuse d'être des usuriers, d'où la légende, un juif c'est riche. Un juif, ça doit être riche. Un juif pauvre, ça ne peut pas exister. On voit apparaître également la légende du Foetor Judaicus, les juifs puent. Bon, voilà, il y a une odeur spécifique du juif. C'était probablement une métaphore initialement, mais ça a été pris tout à fait au pied de la lettre. Bon. Dans l'islam, le Coran est ambigu. Il valorise les Israélites lorsqu'il donne sa version de l'histoire de Moïse et de l'Exode et du Pharaon. Mais il dévalorise les Juifs contemporains de Mahomet que le Coran accuse d'avoir trafiqué les Écritures ou d'en avoir caché une partie. La biographie du prophète raconte les démêlés de Mahomet avec les 3 tribus juives de Médine qui sont les unes expulsées et une autre massacrée. Il y a également cette histoire tout à fait intéressante de Mahomet ordonnant de torturer le trésorier d'une tribu juive pour qu'il révèle l'endroit où se trouve l'argent. Encore une fois, un juif, ça doit être riche. Bon. Le hadith est particulièrement sévère envers les juifs. D'une manière générale, pour l'islam, les religions forment une sorte de fusée à 3 étages. Une fusée qui largue ces 2 premiers étages une fois qu'ils sont vides, comme les boosters de fusées intercontinentales ou qui lancent un satellite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Mahomet est venu, les chrétiens l'ont refusé, donc ils ont raté le train. Mais les Juifs, avant ça, ils ont commencé par refuser Jésus, et une seconde fois, ils ont refusé Mahomet. Donc, ils sont l'objet d'un mépris redoublé. L'histoire de l'islam montre bien des exemples de cette chose. Je citerai une seule chose parce qu'elle est amusante. Je ne sais pas si le nom de Ignaz Goldziher vous dit quelque chose, un juif hongrois, 1851-1920, peut-être le plus grand islamologue qui ait jamais vécu. C'est mon avis, et c'est l'avis de gens beaucoup plus compétents que moi aussi. Il fait un voyage, son unique voyage en Orient, en 1873-1874, et à un moment, il prend comme moyen de transport une carriole tirée par un âne. Les ânes sont des créatures têtues. Lorsqu'ils ne veulent pas avancer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ils n'avancent pas. Alors l'ânier se met à battre l'âne et, à court d'insultes, le traite de juif. Il bat l'âne et à la fin, c'est le juif. Bon, quand même assez fort. Bien. 3e sorte d'antisémitisme. Oui, il y en a 2 sortes, mais là je vais être vraiment très rapide. L'antisémitisme sociopolitique. Après l'émancipation, et même un petit peu avant avec le phénomène des juifs de cour, des juifs qui se mettent au service des gouvernants pour mettre leur talent à leur service. Et surtout après l'émancipation, on assiste à une ascension sociale des juifs. Les juifs deviennent Herr Doctor, Herr Professor. On y a fait allusion tout à l'heure, Chaim y a fait allusion tout à l'heure. D'où l'idée, les Juifs sont riches, encore une fois, ils sont influents et ils utilisent leur influence pour chercher à dominer le monde. C'est de cette époque qu'un social-démocrate allemand, August Bebel,
à cette formule « l'antisémitisme et le socialisme des imbéciles ». L'antisémitisme et le socialisme des imbéciles. Au même moment, avec la modernité, les États-nations apparaissent, donc les Juifs sont cosmopolites, puisqu'ils ont des cousins un petit peu partout, donc ils doivent avoir une sorte de toile d'araignée, enfin de réseau qui est supranational, et donc, bon, ils complotent, etc. Et on voit apparaître l'un des faux les plus célèbres de l'histoire, ce que l'on appelle les protocoles des sages de Sion, qui sont supposés dévoiler la tactique, la stratégie plus exactement du judaïsme international, cosmopolite, riche, influent, etc., pour prendre le pouvoir dans le monde entier. Alors on sait maintenant que c'est un faux, et on en a les sources très précises, enfin bon, mais il reste quand même assez diffusé. Et malheureusement, beaucoup dans les pays arabes. Il y a plusieurs traductions en arabe, faites d'abord par des arabes chrétiens. Ça, j'ai un peu honte à le dire, mais enfin, c'est comme ça. Dernière forme d'antisémitisme, l'antisémitisme biologique, l'invention d'une race avec des caractéristiques spécifiques. Alors, vous avez les caricatures, le juif avec un gros nez comme ça, qui sont en fait la version vulgaire de théories finalement pires encore quand elles se prétendent scientifiques, théories scientifiques qui prétendent, bon ben voilà, il y a une race juive qui a certains traits, on peut mesurer, alors l'angle facial ou des tas de choses comme ça. Il y a même des Français qui ont trempé là-dedans, ce qui n'est pas agréable. Les Juifs sont un obstacle au progrès de l'humanité. Quel est le progressiste qui a dit ça? C'est Hitler. Hitler était progressiste. J'ai été très surpris de trouver ça dans Mein Kampf. À 3-4 reprises, les Juifs arrêtent, sont un frein au progrès. C'est quand même amusant de voir cette idée de progrès recyclé. Pour conclure, eh bien, l'antisémitisme retourne au négatif des faits moralement neutres. Les minorités sont solidaires, évidemment, toute minorité, bon, que ce soit les Siciliens ou que ce soit, je ne sais pas, ou les Arméniens, sont solidaires. Bon, c'est pas bien pour les Juifs. Ils ne veulent pas se mélanger aux autres parce qu'ils ont une mission particulière. C'est pas bien, ils devraient. Bon, ils sont non pas internationalistes, c'est pas prolétaires de tous les pays, unissez-vous, ce qui est très bien, mais ils sont cosmopolites. C'est-à-dire c'est la même chose, mais c'est pas bien. Bon, etc., etc. Intéressant, chaque étape recycle des éléments antérieurs. Elle emprunte aux étapes antérieures de quoi alimenter sa haine du peuple d'Israël. Voilà. Un seul renversement, le juif qui était pauvre pour les poètes latins, c'est un pouilleux, c'est un mendiant, etc., devient riche. Bon. Donc ce n'était pas bien d'être pauvre, c'est pas bien d'être riche non plus. Voilà, donc pile je gagne, face tu perds. Merci. Vas-y. Donc on va laisser la parole à Annette. Bon, je ne suis pas sûre qu'on ouvrira le débat. Bon, c'est pas grave, on a beaucoup à apprendre, on a beaucoup appris. Mais vas-y, prends ton temps, Annette. Beaucoup a déjà été dit. Je voudrais revenir à la fin du XIXe siècle, à cette période dont Rémi Brague a parlé, de l'émancipation. Parce que s'il y a une mutation dans l'antisémitisme, il y a aussi un changement dans ce que sont les Juifs. Si on va à des dates différentes et à des lieux différents, mais là, on est un peu dans la caricature, on peut dire qu'être juif, c'est être de confession mosaïque, c'est de respecter la loi religieuse, la loi juive, dont Raïm Korsia est un exemple. Mais à partir du XIXe siècle, à partir de la modernité, les Juifs rentrent dans la société. Et ils rentrent dans la société, et pour un certain nombre d'entre eux, ils abandonnent la pratique religieuse, ou, comme le font ce qu'on appelle les Israélites, ils sont juifs à la maison, mais ils ne sont plus juifs à l'extérieur.
Et ici, il y a probablement des gens qui sont juifs comme moi, c'est-à-dire juifs par fidélité, juifs par dignité et juifs par sentiment de solidarité, mais qui n'ont pas de pratique. On est le ramadan, Kippour est plus court. Il y a des juifs dits de Kippour, il y a des juifs qui ne font même pas Kippour. Donc, au XIXe siècle, ça change, les juifs rentrent individuellement dans les sociétés occidentales. Et là, le juif qui était visible devient invisible. Et l'antisémitisme, le micro, et l'antisémitisme, le mot a été inventé par Wilhelm Marr, c'est aussi cette idée qu'on ne voit plus exactement qui est juif, et il va falloir essayer de les repérer. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Alors, il a été beaucoup question des invariants. C'est vrai qu'ils sont là, et des recyclages. Par exemple, le crime rituel, je pense que c'était York le premier, on peut dire qu'en 1946, dans une ville polonaise à Kielce, il y a eu encore un pogrom qui a fait plusieurs dizaines de morts avec une accusation de crime rituel. Les Juifs étaient supposés être responsables de la peste parce qu'ils empoisonnaient les puits. Et on a vu pendant la période du Covid des accusations analogues contre un certain nombre de médecins qui ont été désignés comme juifs et qu'on a accusés d'avoir diffusé le Covid. Donc il y a à la fois des invariants, mais il y a aussi des changements. Et le changement, il en a été dit deux mots, c'est ce qui se passe au moment du nazisme. Au moment du nazisme, on définit le juif, alors biologiquement, oui, bien sûr, mais on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il y a toute une littérature allemande, nazie, qui mesure les nez, mesure les pieds, mesure les yeux, pour essayer de trouver des caractéristiques physiques aux juifs. Ils n'y arrivent pas. Parce qu'il n'y a pas de caractéristiques physiques. Il y a une très jolie interview de Simone Weil, la première fois qu'elle parle, qu'on peut écouter sur l'INA, qui dit, voilà, à Auschwitz, les juifs françaises ressemblaient à des françaises, les juifs grecs à des grecs. Donc, les juifs ressemblent aux populations dans lesquelles ils vivent. En Israël, il y a les falachas, les juifs qui viennent d'Éthiopie, qui sont tout à fait noirs. Donc, on ne peut pas définir biologiquement. Donc, la biologie, elle va être définie par la généalogie. On va définir qui est juif par le nombre de grands-parents juifs. Et là, à l'époque, c'était possible, aujourd'hui, ce serait plus possible, parce que tout le monde, à l'échelle des grands-parents de la période du nazisme, avait une religion. Donc, on va définir finalement par la généalogie. Les juifs sont juifs de généalogie. À partir de ce moment-là, toute l'assimilation ou l'intégration des sociétés occidentales, je ne parle pas de l'Est où c'est tout à fait différent, va voler en éclats, puisqu'on ne peut plus échapper au fait d'être juif. On ne peut plus se convertir, même si, comme Rémi Brague l'a dit, il y avait toujours une suspicion sur les conversos, sur les maranes, mais là, ce n'est plus possible. Et Raïm Corsia, tout à l'heure, parlait de ce livre formidable de Nina Valbousquet, qui est une des toutes premières à avoir pu consulter les archives du Vatican qui se sont ouvertes, et cette catégorie extraordinaire de catholiques non-ariens. Dans le ghetto de Varsovie, il y avait 2 églises pour les convertis, 2 églises catholiques pour les convertis dans le ghetto de Varsovie. Et moi, j'aime raconter l'histoire de mon collègue, quand j'étais prof au lycée Voltaire, Georges Arthur Goldschmidt, traducteur lui aussi, traducteur notamment de Peter Hanke et écrivain, qui était le fils d'un converti au protestantisme de Hambourg, 2 ou 3 générations, un magistrat de Hambourg, qui a eu l'intuition de faire partir ces 2 garçons, de quitter l'Allemagne, mais qui lui a été déporté dans un endroit un peu spécial qui était Térésine, et qui était le pasteur
des Juifs de Térésine. Donc le changement du nazisme, il est là. Et l'autre changement du nazisme, c'est que l'antisémitisme devient un antisémitisme rédempteur. C'est le terme qu'a choisi le grand historien Saul Friedlander. Qu'est-ce que ça veut dire un antisémitisme rédempteur? Ça veut dire qu'il faut éradiquer tous les Juifs de l'Europe, faire de l'Europe nazie, faire d'une Europe une Europe Judenrein, une Europe Judenfrei, une Europe sans Juifs. Et ça, ce n'est pas un invariant, c'est une invention du nazisme qui est que les Juifs doivent disparaître. Donc le nazisme, vous allez en parler, donc je ne vais pas en parler, mais pour moi c'est très important. Dans la période actuelle, on assiste aussi à ce que j'appellerais un antisionisme rédempteur. L'antisionisme rédempteur, c'est de faire disparaître l'État d'Israël pour installer la figure de la rédemption. Philippe Herzog, comme moi, sait très bien que c'était le prolétariat dans les temps où le marxisme était une idéologie dominante. Aujourd'hui, c'est la figure du Palestinien, pas le Palestinien réel, pas le Palestinien qui vit dans les frontières de l'État d'Israël ou à Gaza ou en Cisjordanie et qui est, à l'heure actuelle, dans la réalité, dans le réel, très maltraité. Mais la figure du Palestinien qu'on érige aujourd'hui comme la figure rédemptrice de toute l'humanité. Et c'est quelque chose qui est aussi une nouveauté. Alors, ce qui a posé problème au nazisme, aux nazis, c'est la définition. Qu'est-ce qu'un juif? Ça pose aussi des problèmes aux juifs, qui se demandent aussi où est leur identité juive. Quand vous regardez la fameuse conférence dont vous avez tous entendu parler au lycée, de Wannsee, de janvier 1942, qui est une espèce d'interministériel pour organiser la destruction des Juifs, si vous regardez le protocole et la discussion, 2/3 ne portent pas du tout sur la question pour laquelle la conférence de Wannsee est célèbre, mais c'est pour essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'un Mischling, qu'est-ce que c'est qu'un sang-mêlé, combien il faut de grands-parents pas juifs pour que votre sang, finalement, soit arien et pour que vous soyez épargnés. Voilà, je vais arrêter là. Je pourrais parler, bien évidemment, très longtemps, mais il me semble que c'est ça qui est important, la modification. Et je vais quand même dire quelque chose sur cet antisémitisme qu'on peut comprendre, mais qu'en fait, on ne comprend pas, et sur la pérennité de ce peuple juif dont Raïm Kortia a parlé tout à l'heure. Et je vais raconter l'histoire que raconte George Steiner, qui est la veille du déluge. Et Dieu convoque un curé, un pasteur et un rabbin. Et il leur dit, dans 48 heures, il y aura le déluge, tout va disparaître. Le curé dit, mes frères, prions, nous nous retrouverons tous dans l'au-delà. Le pasteur, parce que c'est une histoire américaine, dit, on va mettre nos affaires économiques en ordre. Et le rabbin dit, vous avez dit 48 heures, on a le temps d'apprendre à nager sous l'eau. Alors, quelle heure est-il? Moins le quart. Alors, je vous propose, tant pis pour le débat, on reviendra, j'espère qu'on va organiser nos autres soirées, il y aura un petit peu moins de monde aux tribunes, pour avoir un peu de temps du débat, puisqu'on va revenir sur ces questions tellement importantes et abordées différemment d'ailleurs par nos 3 amis, nos 4, 5 amis d'ailleurs, qui ont tous apporté quelque chose de très intéressant. On va faire bien sûr le YouTube de cette soirée, mais on ne va pas se quitter, puisque là on va les manger à morceaux, chose promise, chose due. Donc on se retrouve à la cafétéria et on a le droit d'occuper les espaces, mais pas manger dans la salle, j'insiste. Et puis ensuite nous aurons, alors, elle a parlé
parlait d'un monde sans juifs, mais nous, on va regarder La ville sans juifs tout à l'heure. Alors, La ville sans juifs, c'est une satire, bien évidemment. C'est une ville d'Autriche en début du siècle. Et il y a la crise économique, crise sociale, crise politique. Je ne sais pas, on entend des drôles de bruit là. Chut, s'il vous plaît, 2 minutes. Et puis, évidemment, c'est la faute des Juifs. Donc, il faut les chasser. Alors, on chasse tous les Juifs, la ville sans Juifs, vous allez voir ça tout à l'heure. Et puis, bah mince, la crise, ça continue. Donc, c'est peut-être pas eux, finalement. C'est ça le film tout à l'heure. Il sera accompagné au piano en live par Patrick Ivora, qui est ici présent. Donc, il nous a fait un petit exemple tout à l'heure. Et alors, on va reporter la clarinette pour juste avant le film. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille boire un verre et manger un morceau tous ensemble, et puis qu'on se retrouve pour la clarinette et pour le film. À tout de suite.